On est ravis de vous recevoir toutes les deux pour la présentation de ce récit qui s'appelle Sévos, qui a été publié aux éditions Incultes. Mais pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, on va partir du titre, donc Sévos, qui fait référence à un lieu, qui est la première page d'ouverture, qui est cet énorme barrage auquel se confronte le personnage du livre, Tommy Motz, qui est un ingénieur qui arrive de Paris et qui vient en mission, en tout cas d'expertise, d'audit, en tout cas suite à un problème qui semble exister sur le barrage. Est-ce que vous pouvez nous présenter, en tout cas, le territoire de Sévos et ce qui vous a intéressé, en tout cas, dans la construction de ce roman? Oui, Sévos, c'est un nom de lieu, donc mais c'est un nom fictif. Hein, c'est un toponyme qui n'existe pas. À notre oreille, ça sonnait comme un nom qui serait possiblement un nom alpin, un nom de Savoie. C'est un lieu fictif, mais pour le faire exister, on a choisi de le modéliser à partir d'une expérience qui a été la nôtre. C'est-à-dire qu'on a décidé aussi d'aller se faire un voyage dans la montagne, notamment à Tignes, où il y a un barrage et une retenue qui s'appelle la retenue de Chevril, au fond de laquelle, donc au fond de ce lac, il y a l'ancien village de Tignes. Est-ce que ça veut dire que le point de départ du livre, ça a vraiment été ce lieu, donc Tignes, qui est un village réel sur lequel vous êtes rendu et qui vous a donné, qui a été le point de départ après de la conception de la fiction? Ou est-ce que vous aviez déjà un projet d'écriture à deux d'un roman et ça s'est fait dans le process inverse? On avait déjà travaillé à deux, mais sur des textes plus courts. Et donc on avait le projet à nouveau d'écrire à deux. Et donc c'est sur ce projet-là qu'on s'est dit que c'était le bon moment, la bonne maison d'édition, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une tradition chez Incultes de l'écriture collective. À l'origine, Incultes, c'est une revue à laquelle Maëlys et moi on participait il y a un petit bout de temps maintenant. Et donc c'était une revue d'écriture collective dans laquelle on retrouve beaucoup d'auteurs assez repérés aujourd'hui, Mathias Sénard, Arnaud Bertina, Mathieu Larnaudy, Hélène Gaudy. Et donc on était à la fois au tout début un peu des auteurs en devenir et puis des amis. On a fait un travail autour de cette revue. Donc il y avait ce désir de travailler ensemble, il y avait cette maison d'édition dont on est proche, et puis il y avait ce désir d'écrire à partir de lieux. On l'avait déjà fait pour la revue en ligne AOC. On avait écrit un texte toutes les deux sur l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban en Lozère, qui est le lieu où a été inventée la psychothérapie institutionnelle, et qui avait déjà impliqué un voyage qu'on avait fait toutes les deux dans un endroit justement assez reculé, mais où s'était passé quelque chose d'assez central pour l'histoire de la psychiatrie française. Et à nouveau, là, on a fait à peu près le même geste, c'est-à-dire de faire ce voyage dans un lieu comme ça, un petit peu aux marges, en altitude, dans la montagne, où s'était passé donc cet événement historique qui avait marqué la nation tout entière dans les années 50, l'engloutissement du village de Tignes, qui avait eu un retentissement vraiment national. De faire comme ça un livre de montagne, c'était aussi un geste assez fort, quoi, de mettre en scène l'altitude, la rudesse, la roche, l'histoire géologique, le froid, la glace. Enfin bon, il y a quelque chose de très très fort dans ce paysage et qui fait partie intégrante du projet, non? Je t'écoute. Non, si, mais je trouve aussi que je pense à un truc, c'est qu'en fait, c'est la montagne, mais nous, ce qu'on a beaucoup regardé, c'est le fond d'un lac, en fait. C'est-à-dire, on ne regarde pas l'altitude, on ne regarde pas les sommets, on regarde
ce qu'il y a au fond d'une fosse. On regarde les sommets aussi. Parce que Tommy il passe son temps à prendre sa bagnole pour monter. Mais ce qui nous a, tu vois, c'est aussi cette idée de, mais faire de la plongée en montagne. Il y a ce truc à un moment dans le livre, elle dit, mais faire de la plongée en montagne, ça va être une bonne expérience. C'est-à-dire que c'est aussi un lieu qu'on retourne, en fait, je trouve. Voilà. Mais en même temps, Tommy, il a aussi, c'est un être qui vacille sans cesse, qui a des étourdissements. Et il y a aussi l'idée de l'ivresse de l'altitude, qu'on pourrait se dire qu'il y a quelque chose aussi dans l'air. Qui le trouble. Voilà, il est aussi troublé par l'histoire du paysage, mais on pourrait mettre l'hypothèse qu'il aurait comme une espèce de mal des montagnes, parce qu'il y a beaucoup de manifestations physiologiques chez lui qui... Alors on sème des indices pour essayer de trouver des pistes pour expliquer ces manifestations physiologiques, mais peut-être que le mal d'altitude pourrait être... D'ailleurs, à un moment, on le dit très vite en passant, peut-être que c'est juste l'air trop vif de la montagne qui lui fait tourner la tête. C'est vrai que ce qui est décrit dans le livre, pour moi, intuitivement, ça me rappelait par exemple les grands projets qui ont été faits en Chine dans les années 2000, sur les Trois Gorges. Ça, c'était quelque chose de... Le film. De très net dans ma tête, mais ça n'était pas du tout sur le fait que ça se soit passé vraiment en France et que ça a été extrêmement documenté, puisque l'histoire du village de Tignes, c'est quelque chose sur lequel qui a été extrêmement suivi par les journalistes, qu'on peut retracer vraiment extrêmement bien. Oui, c'est pas le seul, surtout il y a eu plusieurs villages. Oui, c'est le plus emblématique, mais il y a des dizaines de villages engloutis. Des hameaux, des fermes. Mais c'est vrai que cet autoritarisme-là, vous parliez de la Chine, et c'est vrai que ce sont les régimes autoritaires qui font encore ça aujourd'hui, il est plus possible, aussi pour des raisons historiques, pas seulement parce qu'une conscience écologique est née depuis, mais parce qu'on était au sortir de la guerre, qu'il fallait reconstruire le pays, qu'on demandait au peuple français d'être tourné de continuer le sacrifice. Après le sacrifice de la guerre, c'est le discours qu'on tenait aux habitants de Tignes. Après le sacrifice de la guerre, il fallait le sacrifice pour la reconstruction. Donc on était dans cette espèce de politique du sacrifice qui continuait pour redresser le pays. Et donc il était très difficile de s'opposer évidemment à ces politiques, puisque c'était comme s'opposer à ce que la France se redresse. L'écriture, elle est aussi extrêmement précise, elle est souvent technique. C'est ce qu'on retrouve de toute façon dans vos romans précédents, que ce soit quand vous nous emmeniez dans les mines à Kiruna, ou dans les ponts en Californie, ou dans les gares à Paris. Il y a une technicité qui est vraiment, une précision en tout cas, qui est très importante. Comme vous le disiez, l'histoire de Tignes est très documentée, donc on a fait évidemment ce travail documentaire parce que c'était aussi, la fiction est aussi l'occasion de documenter une histoire, de documenter la réalité et d'apporter une forme de connaissance aussi. Je voulais rajouter, le fait d'écrire à deux, ça déstabilise aussi une certaine idée de l'auteur. Dans une histoire littéraire française extrêmement centrée autour de l'auteur de la grande voix, de l'auteur avec un A majuscule, et puis voilà, avec un nom sur la couverture, avec la question du nom de l'auteur. C'est pas mal qu'il y ait du double, c'est pas mal d'y inscrire du multiple, c'est pas mal de montrer que même dans ce qui serait le style, la grande voix, en fait on peut être deux. Il peut y avoir du collectif, en fait, même là où on pense qu'il n'y a pas de place pour autre chose que l'éthos et le style et la vibration d'un seul être. Alors on retourne chacune à nos travaux respectifs. Voilà, évidemment qu'on a aussi envie de faire notre travail personnel, mais à un moment donné, se réunir pour montrer que c'est jouable, que ça peut être intéressant, c'est assez intéressant aussi, ça déstabilise voilà, cette espèce d'auteur littéraire français. Pour toutes ces questions-là, la technique, c'est un livre qui porte un petit peu ces affects-là aussi, qui essaye de travailler un petit peu ces champs-là. On l'a peut-être pas dit, mais en fait, avant que le village disparaisse et soit englouti, le village va être détruit. Est-ce qu'on peut raconter un peu peut-être l'histoire exactement de le fait qu'il soit dynamité, brûlé, oui, il n'a pas été noyé tel quel. Il a été incendié, on a brûlé les maisons. Il y a eu également
du dédynamitage, en fait, surtout pour des bâtiments, je sais pas, qui étaient peut-être récalcitrants, on peut dire. Oui. Mais un des premiers motifs de cette destruction avant l'ennoiement, c'est qu'il craignait le il. C'est pas un il complotiste, hein, c'est enfin, les pouvoirs publics craignaient à juste titre que Tignes devienne un lieu de pèlerinage, puisque alors maintenant c'est terminé, mais jusqu'à très récemment, tous les 10 ans, le barrage enfin le lac était vidé pour entretenir l'installation. Et donc ils avaient peur que ça devienne un lieu de pèlerinage, et donc l'idée c'était vraiment de raser le village. Alors ça n'a pas complètement réussi, puisque de fait c'est devenu un lieu de pèlerinage, et en fait tous les 10 ans... Et puis qu'il y a des ruines. Donc il y a les ruines, oui, ruines. C'est presque pire en fait, les ruines. Et donc tous les 10 ans, en fait des anciens habitants venaient, on célébrait des messes sur les ruines de l'église, des enfants étaient baptisés, et les gens descendaient voir leurs morts. Et les gens, et puis les gens cherchaient justement des bouts de leur maison ou de la maison de leurs ancêtres, etc. Donc en tout cas, voilà, c'était un des motifs. Alors après, c'était aussi pour que parce qu'avec l'ennoiement, ils avaient peur aussi que des morceaux se détachent et viennent endommager les installations du barrage. Mais il y avait cette peur de garder intacte la cité engloutie, voilà, qu'on pourrait, qui pourrait subsister encore plus que dans les seules mémoires.